UXAPA, Carude, USAP accueille info addiction du 11 41 avenue Anatole France. Narbonne. Téléphone 04 68 42 58 58. Interview de Fabienne pour Atax Radio. Bonjour Lionel, aujourd'hui dans Questions d'ado, nous allons aborder les thématiques addiction, mal-être qui vont souvent de pair dans le monde adolescent. Je reçois aujourd'hui Lauriane Charrier qui est donc intervenante dans le cadre de la consultation jeunes consommateurs dans le Narbonnais. Je souhaitais l'avoir aujourd'hui afin qu'elle nous présente les structures d'accompagnement et de prévention auprès des publics principalement adolescents. Bonjour Lauriane. Bonjour et merci de m'accueillir. Alors donc dans un premier temps, je souhaiterais donc que tu nous présentes un petit peu donc tout ce qui est lié à l'organisation des thématiques, organismes autour de l'addiction et du mal-être adolescent. Moi je travaille donc à l'USAP, l'Union sanitaire et sociale pour l'accompagnement et la prévention. Donc c'est présent dans l'Aude et dans les PO. À la base, c'est un regroupement de 4 associations du médico-social qui a été créé en 2009 et les dernières fusions ont eu lieu en 2021. Cette association-là regroupe aujourd'hui jusqu'à 60 établissements. De mon côté, plus spécialement, je travaille dans la filière addictologie à Accueil Info Addiction. Accueil Info Addiction, c'est 4 structures, 4 établissements, 2 XAPA et 2 Carude. Un XAPA, un Carude à Carcassonne, un XAPA, un Carude à Narbonne. Il doit bien y avoir une différence entre ces deux types de structures. Alors, quelles sont les missions menées donc par le Carude ? Alors, le Carude, c'est de la réduction des risques. C'est le centre d'accueil, d'accompagnement et de réduction des risques aux usagers de drogue. Donc là, ça concerne les personnes qui consomment activement. C'est-à-dire qu'ils viennent chez nous pour se poser, pour avoir un accueil, se reposer, pour prendre du temps pour eux. Ils peuvent laver du linge, ils peuvent avoir accès à des travailleurs sociaux pour faire des démarches administratives. Ils peuvent aussi avoir un coin autour de l'hygiène. Ils peuvent donc doucher, ils peuvent laver du linge, ils peuvent avoir aussi accès à une infirmière. Première mission des Carudes, c'est la réduction des risques. C'est-à-dire qu'il y a un point échange seringue où là, ils vont venir chercher du matériel de consommation propre et puis ramener le matériel qu'ils ont utilisé et donc qui est souillé. Et donc ça permet d'avoir un échange avec les personnes qui consomment pour réduire les risques des consommations. Ils ne consomment pas à l'intérieur, on est juste un Carude, on n'est pas un lieu de consommation. Ça c'est pour le Carude. Donc il y a une vraie démarche de santé publique là, c'est-à-dire que le but est vraiment quand même d'éviter les pathologies, etc. Totalement. C'est pour éviter effectivement la transmission de maladies. On a d'ailleurs une mission aussi d'aller chercher éventuellement des seringues qu'on pourrait trouver dans un parc par exemple. On peut nous appeler en nous disant voilà dans un parc on a vu qu'il y avait des seringues et donc on est habilité à aller chercher ces seringues de façon propre. Donc là, en fait, la population n'a pas d'âge défini en termes d'accueil. C'est tout public. Tout à fait. C'est anonyme et c'est gratuit. Donc, on ne demande même pas en fait l'âge ou le prénom. On comptabilise les gens pour savoir à peu près combien il y a de personnes qui passent dans l'année. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge requis. Ce sont de toute façon des consommateurs en général. C'est la première mission d'accueillir ces consommateurs. C'est souvent un public précaire, on va dire. D'accord. Ouais. Et s'ils ont le souhait de se désintoxiquer ou d'être informés, donc vous les orientez ? Oui. Alors d'abord, les professionnels du Carude sont quand même très au fait des consommations et des lieux en fait où ils peuvent les orienter pour se soigner. Et ce qui est bien avec Accueil Info Addiction, c'est qu'on a les deux structures. Il y a des départements où il n'y a pas les deux structures, 2 associations où il n'y a pas les deux structures. Donc nous, on est vraiment accolés, on est à la même adresse. Ils peuvent effectivement passer au XAPA. Donc le XAPA, c'est le centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. Et donc le XAPA, c'est plus orienté soins. On accueille ici toutes les personnes qui ont un souci avec l'addiction de près ou de loin. Donc soit les consommateurs, soit l'entourage. Ça peut être toutes les personnes qui vivent à côté de quelqu'un qui a une addiction. Ça peut être un proche qui se pose une question par rapport qu'il est inquiet. On reçoit aussi les professionnels qui reçoivent des personnes du public pour qui ils se posent des questions, avec qui ils savent pas trop comment agir parce que justement il y a peut-être l'addiction dans leur parcours. On accueille ces personnes-là. Il y a le service substitution. La substitution, c'est la substitution aux opéacés, quand on a une personne qui est dépendante à l'héroïne ou aux médicaments où il y a des opiacés. Donc il y a la méthadone et puis d'autres médicaments. Donc le service substitution. Et puis il y a le service prévention sensibilisation. Alors ça c'est mon domaine puisque moi je suis sur ce service-là. Et sur le Narbonnais il n'y a que moi. J'ai une collègue qui est sur Carcassonne aussi, où là on fait des interventions un peu là où on nous le demande. C'est-à-dire que ça peut être en établissement scolaire, ça peut être
auprès de professionnels qui nous le demandent. D'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est assez large. Possibilité d'action. Ça peut être en classe, ça peut être en stand, ça peut être de la formation. Ça, c'est le service prévention. Et puis, il y a, spécifiquement, puisqu'on parlait des jeunes, il y a les CJC. Les CJC, c'est les consultations jeunes consommateurs. Alors, je veux dire, aujourd'hui, CJC, consultation, ça fait très médical. Consommateur, c'est pas tout à fait vrai, parce que donc c'est un nom qui est un peu vieux, ça a été créé en 2004, les CJC. Et ça donne pas trop envie aux jeunes de venir, alors qu'on pourrait les recevoir. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'être consommateurs pour venir nous voir. Ils peuvent avoir une question, ils peuvent s'inquiéter pour un copain, ils peuvent s'inquiéter pour leurs parents, ils peuvent avoir une question sur un produit qu'ils auraient envie d'essayer, et alors on peut venir en parler ensemble, avant de prendre des risques peut-être. D'accord. Et donc dans les établissements, en fait, quel est ton rôle donc précisément? Il y a des jours, il y a des heures dédiées, comment on te contacte en fait dans les établissements, et comment les élèves sont au courant qu'il existe une consultation jeune consommateur? Alors ça va dépendre des établissements et du travail qui a été fait en lien avec les infirmières scolaires ou les CPE, les professeurs, tous ceux qui ont envie d'orienter. Moi, je travaille énormément avec les CPE parce qu'ils sont très proches des élèves, les surveillants aussi, qui sont encore plus proches des élèves, et puis avec les infirmières parce que forcément, elles voient des jeunes qui vont pas forcément bien. Ça, j'ai envie de dire que c'est un peu la mise en place, le fait de savoir comment les jeunes viennent jusqu'à nous, c'est vraiment lié à l'établissement. C'est-à-dire que des fois, ça va être un cahier à l'infirmerie. Les profs, les CPE, les surveillants savent qu'il faut aller à l'infirmerie pour dire j'aimerais bien mettre ce jeune-là sur l'agenda. Dans d'autres établissements, c'est la CPE qui gère le cahier et qui, dès qu'elle voit qu'il y a un gamin qui ne va pas forcément bien, elle met sur le cahier. Donc ça peut être des gamins qui sont fatigués, qui disent qu'ils sont beaucoup sur les écrans, des choses comme ça. Pour venir nous voir, c'est ça. Ça s'adapte à chaque établissement. Donc il y a une importante communication et à refaire très souvent pour l'orientation. On y est, dans les établissements scolaires, on y est une demi-journée par mois sur des rendez-vous d'une demi-heure en général au début. Et après, on s'organise s'il y a un jeune qui a besoin de plus. La fois d'après, on prévoit 1 heure. Donc c'est une demi-journée par mois. Selon l'endroit, selon l'établissement aussi et le bureau dispo, on est à différents endroits. À Louise Michel, par exemple, c'est collé à l'infirmerie. Dans d'autres établissements, c'est un bureau spécifique. Et en fait, lors de ces consultations, les thématiques abordées ou les problématiques abordées par les adolescents, ça peut avoir... c'est de quel ordre en fait? Est-ce que c'est que lié au cannabis ou parce que c'est beaucoup ce qu'on entend dans les médias, etc. Ou est-ce que ça peut être lié à des nouveaux phénomènes de mode comme la puff, par exemple, qui a été interdite là, dernièrement? Est-ce que ça peut être des addictions, par exemple, aux jeux en ligne, puisque là, il y a eu aussi les paris sportifs. Là, il y a une étude qui est sortie qui montrait qu'il y avait un gros problème en fait d'addiction. Paris sportifs chez les jeunes, malgré que ça soit interdit aux moins de 18 ans. Oui. Quelles sont les problématiques abordées en fait dans le cadre de ces consultations? Je rebondis sur les paris sportifs, mais effectivement, c'est interdit aux jeunes de moins de 18 ans, mais les drogues sont interdites tout court et de toute façon, il y en aura toujours. Alors, les thèmes abordés, j'ai envie de dire, en collège, on va avoir principalement des écrans, des réseaux sociaux, des jeux vidéo. Là, il faut être un petit peu au taquet et savoir un peu ce qui se passe, les réseaux, les jeux vidéo, être un peu au courant pour pas être pris au dépourvu et savoir quoi poser comme question pour savoir si ça va, si c'est en ligne, si c'est pas en ligne, quel jeu. Il y a plein de choses à prendre en compte. Et puis, il y a aussi à prendre en compte le fait qu'on a aujourd'hui beaucoup besoin des écrans et que c'est vraiment omniprésent. Les écrans, ça peut être un gros souci. Et je pense que là, il y a vraiment moyen de faire équipe avec les élèves, les jeunes, on va dire, de façon générale. Parce qu'eux, ils ont leur réalité avec les écrans. Nous, en tant qu'adultes, parents, etc., on a la nôtre. Et j'entends énormément ils sont tous accros. L'addiction, c'est quand même souvent une histoire de mal-être quand même. Donc on ne peut pas être tous accros à quelque chose. Mais l'adolescence fait qu'on va aussi se renfermer des fois sur quelque chose qui est apaisant, on va dire. Les écrans, c'est sympa, c'est chouette, il n'y a pas à réfléchir, c'est facile. Ça, c'est le côté collège où on va vraiment être déterminé sur les écrans de façon générale. On peut rencontrer du tabac, du cannabis, mais c'est de moins en moins présent. Niveau lycée, là, c'est explosion. C'est explosion parce que c'est un âge où on tente, on essaye. La cigarette, oui, de moins en moins, ça diminue énormément, la cigarette. Il y a eu les puffs, parce que les puffs, même si la loi est passée, c'est interdit. Il y en a quand même encore beaucoup. Il y a des cigarettes électroniques, donc pas mal d'usage de cigarettes électroniques.
On a l'utilisation de cannabis, d'alcool, et puis toutes les nouvelles drogues. Moi, ce que j'aime bien en CJC dans les lycées, c'est que c'est les élèves qui nous apprennent justement ces nouvelles drogues, ces nouvelles utilisations de produits qu'on ne connaît pas, quoi. En fait, donc ça vient d'eux. Donc c'est très intéressant d'aller les voir parce que eux, ils sont tout feu, tout flamme. Ils vont essayer, ils vont regarder, ils vont tenter, sans savoir que derrière, il peut y avoir de l'addiction, des phénomènes d'accoutumance, tout ça, ils ne le savent pas forcément, ils y vont, ils essayent. Alors que quand on peut en parler, au moins, on peut les protéger en leur disant, voilà, tu sais, ce produit, ça peut faire tel état, tel effet, tel retour, mais comment s'en protéger? Donc il y a une vraie relation de confiance quand même dans ces consultations. Donc comment ça se passe une consultation? C'est-à-dire l'élève vient, qu'il y a un déroulé qui est déjà un petit peu prévu, ou est-ce que c'est en fonction de ce que l'élève ou le jeune va... Alors, ce que je fais moi en CJC, c'est que la première fois que je vois le jeune ou la jeune qui vient, je pose le décor, c'est-à-dire, voilà, ici c'est anonyme, c'est gratuit, c'est confidentiel, j'ai pas de retour à faire aux professeurs, aux parents, etc. La seule limite que j'ai, et que je leur dis aussi, s'ils se mettent en danger, alors bien sûr, on lèvera le secret. Mais quand ils sont dans le bureau avec moi, ils ont un espace qui est vraiment pour eux. Et donc, je mets tout de suite l'accent sur le fait que ce soit anonyme, que ce soit pas présent non plus sur Pronote, c'est-à-dire que quand ils viennent au rendez-vous, leur absence de cours n'est pas notée sur Pronote. Ça permet quand même de libérer la parole. Alors, pour certains, ça va être chouette, je vais louper un peu de cours, mais bon, quand on arrive jusqu'à moi en CJC et qu'on reste et qu'on revient, en général, c'est pas juste pour louper du cours. C'est vraiment ce cadre-là qui est important pour tisser le lien de confiance. Oui, parce que c'est très important. Chez les jeunes, notamment, c'est cette notion quand même de confidentialité, aussi que les parents ne soient pas forcément au courant non plus de cette démarche, n'osent pas toujours non plus se dévoiler par rapport à leur vie privée, etc. Oui. Donc c'est important qu'ils aient quand même un lieu où ils peuvent avoir un échange quand même avec un adulte. Alors pour ceux qui mettraient en avant le fait que justement, le fait de parler de tout ça, ça pourrait inciter plus que prévenir. Quel est ton sentiment là-dessus ? Il n'y a pas longtemps, je faisais un stand et justement, j'étais en train de parler du protoxyde d'azote. J'expliquais aux jeunes qui étaient là, s'ils consommaient du proto, du ballon, ils appellent ça bonbonne, ballon, proto, que s'ils le consommaient, je leur donnais des petites astuces pour consommer de façon sécure. C'est-à-dire que je leur donnais effectivement des indices pour qu'ils prennent le moins de risques possible. Il y avait une maman qui était là et qui me dit « Mais c'est choquant ce que vous dites parce que vous les incitez à consommer. » Sauf que je leur disais ça, mais je leur disais « Voilà, si vous ne faites pas ça, vous pourriez éventuellement perdre l'usage de vos jambes. Vous pouvez être paralysé. » Donc du coup, ça met des petites alertes quand même. Moi, mon intérêt, c'est que la prochaine fois qu'ils vont aller en soirée, qu'ils voient un copain ou qu'eux, ils aient envie de consommer, ils disent ces petites alertes-là en tête. C'est quand même a dit déjà, il faut que je reste assis, il faut que j'espace mes prises, il faut que je fasse... Voilà. Moi, mon idée, c'est ça, c'est de protéger pendant d'éventuels essais, puisque de toute façon, les ados, on le sait, si moi je leur dis en stand, ne consommez pas, alors c'est pas la peine que je mette un stand, c'est pas la peine que j'explique plein de choses. Je peux enlever mon stand et leur dire, ne consommez pas, et puis voilà. Sauf que on sait bien que ça fonctionne pas. Les ados, ils consomment, ils essaient, ils sont dans un âge où ils font des expériences, quoi. Donc moi, mon idée, c'est plutôt de les protéger et de leur dire, voilà, ce produit, ça fait ça, 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 protégez-vous en faisant ça, ça, ça. C'est vrai, on sait très bien que l'interdiction, c'est pas forcément quelque chose qui est à mettre en avant chez les jeunes, puisque effectivement, plus l'adulte va interdire souvent, plus il va avoir une curiosité en fait de dépasser cet interdit. Alors il y a aussi, il me semble, dans toute cette histoire aussi un phénomène de mode, de normes aussi dans les consommations. Comment on peut arriver à maîtriser ces phénomènes de mode parfois, parce qu'on sait que pour être intégré à un groupe, parfois des adolescents vont se mettre dans des postures qui peuvent être délicates, voire même se mettre en danger. Donc est-ce qu'ils en ont conscience de ça ou pas dans les consultations? Est-ce qu'ils perçoivent quand même ce côté un peu mode, un peu norme, un peu... Non, j'ai envie de dire la mode, ils ont tous l'impression d'être unis et en même temps ils ont tous envie d'être dans un moule le même que les autres et en même temps ils veulent se démarquer. Enfin Non, je crois qu'ils n'ont pas forcément conscience parce que quand ils sont hors normes,
ils n'ont pas envie d'être hors norme. Quand ils sont dans la norme, ils ont envie d'être hors norme. Enfin, tout ça dans leur tête, ça se bouscule. Comment faire pour les aider à pas consommer, ou à moins consommer ou à se protéger? Je crois qu'il y a, par rapport au phénomène de mode, il y a ce qu'on appelle les CPS, les compétences psychosociales. Il y a beaucoup de dispositifs maintenant qui sont mis en place pour les développer. Et je trouve ça chouette parce que les compétences psychosociales, c'est apprendre à développer des capacités qu'on a en soi, pouvoir évaluer aussi nos émotions, quelles sont les émotions, qu'est-ce qu'on ressent, chercher de l'aide, apprendre à chercher de l'aide, apprendre à être en groupe, apprendre à savoir ce que c'est effectivement de faire partie d'un groupe ou pas faire partie d'un groupe, comment je dis non, comment je peux dire non. Il y a tout ça à travailler avec les CPS et vraiment ça fonctionne. Ça fonctionne de donner ces petites choses aux jeunes en pratiquant des ateliers, mais en même temps j'ai envie de dire de façon beaucoup plus générale, les CPS ça se travaille tout au long d'une vie, de petit jusqu'à adulte. Nous, adultes, on a un très gros travail à faire là-dessus parce que les ados aujourd'hui, ils ont besoin d'être entendus. Dans notre vie quotidienne, les ados, des fois, ils vont se plaindre, des fois ils ont des problèmes, etc. Et les parents ou les adultes, en tout cas, le prennent un peu à la légère. Parce que ce sont des ados, parce qu'ils ont des problèmes d'ados et que nous, en tant qu'adultes, ils ont des problèmes d'ados, des petits problèmes par rapport à nous. Mais en fait, je sais pas si on s'en souvient bien, mais quand on était ados, ces problèmes-là, c'était the problème. On se faisait larguer à 15 ans, c'était la fin du monde. Il y avait une embrouille dans le groupe, c'était affreux. J'étais rejetée d'un groupe, c'est juste affreux. En tant que parent, si on arrive à se remettre un petit peu là-dedans, ouais, ils vivent de sacrés gros problèmes parce que c'est ce qu'ils vivent en ce moment. Ils n'ont pas le recul de quelqu'un qui a 40 ans et qui a eu d'autres problèmes dans la vie. Donc je trouve qu'il faudrait pouvoir faire équipe encore une fois avec eux pour pouvoir être avec eux en fait et leur apprendre à être tout simplement. J'ai envie de dire. Donc pour conclure, on pourrait dire en fait que votre rôle dans toutes ces structures-là, c'est à la fois de la prévention, de l'écoute, du repérage aussi, de la sensibilisation et tout ce qui peut être lié aussi au bien-être et à la santé publique. En fait, c'est très très large comme mission. Oui, auprès des jeunes, je pense que c'est effectivement tout ce que tu as dit, c'est ça. C'est être là, les écouter à la hauteur de ce qu'ils disent, d'avoir une demi-heure ou une heure pour eux, pour en parler, parce que clairement en CJC, quand le jeune vient, on va lui demander pourquoi il est orienté ici, pourquoi il vient. Ça peut être un produit, on va voir un petit peu la fréquence de consommation, de comportement, si c'est une addiction ou un comportement sans produit, c'est-à-dire les écrans, la pornographie, les jeux d'argent et de hasard, etc. Mais très vite dans un entretien, on va parler de tout ce qui se passe à côté. On est au lycée, comment ça se passe au lycée, tes notes ça va, le groupe ça va, la famille comment ça se passe, etc. Et en fait, c'est tout ça qui agit sur un jeune, c'est tout ça qui fait qu'à un moment, il peut éventuellement trouver un produit comme étant une solution. Des jeunes pour qui il y a des soucis, fumer un joint, ça va permettre d'apaiser. En fait, il trouve sa solution. Donc nous, on est un peu là pour essayer de dire, il y a peut-être d'autres solutions. Même si à un moment, les jeunes, ou les adultes d'ailleurs, ont trouvé ça comme solution, et ils l'ont trouvé et ça leur permet de sortir la tête de l'eau pendant un moment. Maintenant, à nous de voir comment on peut faire autrement. Alors, est-ce qu'il existe pour les parents, par exemple, un site internet où ils pourraient trouver des informations justement sur tous ces accueils, toutes ces consultations, simplement pouvoir vous contacter ou savoir où s'adresser? Par rapport à l'addiction, c'est vrai qu'il y a donc on reçoit les parents dans les XAPA. Donc il y a à Carcassonne, je peux donner l'adresse éventuellement. À Carcassonne, c'est 46 rue Pierre Germain et à Narbonne, c'est 41 avenue Anatole France. On peut trouver nos coordonnées sur Internet. Donc on reçoit les parents, comme je disais tout à l'heure, les CJC, c'est aussi fait pour recevoir les parents, donc au sein d'EXAPA, mais aussi quand il y a une CJC implantée dans un collège ou un lycée, éventuellement on peut recevoir les parents. Clairement, moi personnellement, c'est pas là que j'aime recevoir les parents un peu plus parce que justement, on dit aux jeunes que c'est confidentiel. Donc s'il y a un parent qui est là, mais ça peut arriver, ça m'est arrivé très rarement. En collège, ça m'est arrivé 3 fois, ça fait des années que je fais des CJC en collège. En lycée, à Louise Michel, ça m'est arrivé une seule fois où une maman a voulu venir. Donc les parents sont les bienvenus et au contraire, franchement, qu'ils viennent, qu'on en parle et voilà. Et il existe aussi un site internet Et non, malheureusement, on n'a pas de site avec un chat par exemple. Il y a la Maison des Ados, la MDA, qui a un chat en ligne où ils peuvent effectivement poser des questions, mais en général, ils vont nous les rebasculer. Et sur Fil Santé Jeune, par exemple, voilà des choses qui sont nationales, quoi. Oui. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir vos coordonnées? Oui, alors c'est vrai qu'il y a plein de plateformes après où on peut trouver nos coordonnées. Fil Santé
santé jeune, oui, tout à fait, ils vont renvoyer vers les XAPA. Donc du coup, il y a aussi il y a d'autres XAPA qui existent un petit peu partout. Alors, je prends la parole parce que vous êtes disponible sur drogueinfoservice.fr. Oui, voilà, j'allais y venir parce que c'est vraiment un annuaire national. Sur l'Occitanie, on a aussi 2 PAO qui fait un annuaire aussi de tout ce qui existe dans l'Occitanie, et donc on est référencé là. Donc sur Internet, effectivement, normalement, on a possibilité d'arriver jusqu'à nous. Et sur le Narbonnais, il y a un autre XAPA qui s'appelle Addiction France. Ça fonctionne de façon générale comme nous, sauf qu'ils n'ont pas de CARUD. Et pareil sur Carcassonne, il y a aussi un autre XAPA qui est le XAPA hospitalier. Bien, merci beaucoup donc Lauriane pour toutes ces informations. J'espère que donc ça vous aura éclairé sur donc tout ce qui peut être lié à la sensibilisation, sur tout ce qui peut être lié donc aux problématiques d'addiction chez les adolescents. Et à bientôt sur Atax Radio. Merci. XAPA, CARUD, USAP Accueil Info Addiction du 11. 41 avenue Anatole France. Narbonne. Téléphone 04 68 42 58 58. Une interview Atax Radio. Présentée par Fabienne et à la production Lionel. Atax Radio. On l'écoute parce qu'elle est d'ici.